Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour la thèse d'investissement dans l'action Téléperformance. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, abonnez-vous à la chaîne, ça me soutient dans mon travail et ça m'encourage à continuer. Alors, ça c'est un article qui est paru sur mon blog, je mets le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et le but ici, ça va être de mettre à jour la thèse d'investissement de Téléperformance que je détiens en portefeuille et que je suis sur YouTube et sur le blog depuis 2023, la mi-2023. On va commencer tout de suite cet article. Donc, comme je l'indique ici en introduction, j'ai lu le document d'enregistrement universel 2024. Il est très très bien fait, c'est très clair, il y a beaucoup de détails, je vous invite à le lire. Moi j'en fais un résumé ici, bien sûr, la référence ça reste ce document d'enregistrement universel. Premier élément, on a un rebranding chez Téléperformance, maintenant il s'appelle Tipeee. On est sur un logo plus simple. On change d'activité un petit peu, donc on fait un rebranding, c'est toujours à la mode. Bon, bref. Alors, on rappelle l'activité de Téléperformance. C'est donc initialement à la fondation en 1978, c'était en fait du marketing par téléphone, quoi, service de vente par téléphone, assistance client. On est maintenant sur une activité, cette activité mature et core encore principale de Téléperformance sur des call centers et de l'externalisation de processus métier. Donc les call centers, c'est on va faire du service aux clients pour répondre à des requêtes clients, du support, on va faire de la prospection téléphonique, et pour le BPO, on va faire de l'externalisation de process, par exemple le recouvrement de créances, du genre d'activités qui sont sous-traitées comme cela. Bon, ils sont numéro 1 du marché, on va le voir un peu plus loin, donc ils ont une bonne expertise dans ces process-là, dans cette maîtrise de l'expérience client. Ils ont aussi un bon maillage géographique, on va le voir par la suite. Donc ils sont présents mondialement dans beaucoup de régions, donc plus de 100 pays, ils parlent 300 langues de mémoire. Donc c'est très fort maillage territorial, et ça c'est important, le maillage territorial sur une activité de service, c'est comme ça qu'on conquiert des parts de marché. On répète la thèse de short des investisseurs, on va dire des fonds spéculatifs. L'IA va remplacer Téléperformance parce que on peut complètement remplacer des humains par des bots, même pour la voix, etc. Ça reste à prouver. On a eu par exemple l'exemple du PDG de Klarna qui avait en fanfare annoncé qu'il avait viré tout son service client pour le remplacer par des bots. Et puis en fait, ça c'est parce qu'il prépare sa introduction en bourse, donc il faut bien sûr un peu faire monter la valorisation. Et puis il est sorti il y a donc un mois ou de quelques semaines ou un mois dans les médias en disant finalement on s'est trompé, on est allé trop vite, on a toujours besoin d'humains. Donc pour l'instant, la thèse du marché n'est pas validée, l'IA n'a pas complètement disrupté l'activité de Téléperformance, donc on a toujours besoin de call center. C'est donc la principale menace qui pèse sur l'activité. Évidemment, le management ne reste pas sans rien faire. On continue à aller vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc, en fait, on va le voir plus loin, mais ces deux activités Téléperformance, on a les core services, donc l'activité traditionnelle de call center, et on a les specialized services. Ce sont des services professionnels ou particuliers sur des marchés de niche et sur lesquels on a des plus fortes marges. On va le voir par la suite. Donc, pour aller se développer dans cette activité-là, Specialized Services, Téléperformance fait des acquisitions. La dernière en date étant celle de ZP, qui est une entreprise texane, si je ne me trompe pas, qui fait de l'interprétariat pour les sourds et malentendants. Voilà, on se développe, on continue à se développer, on a des plus fortes marges dans cette activité. L'activité principale n'est pas morte pour autant. Et donc ça vous dépeint un peu le contexte à gros traits de Téléperformance en 2025. On regarde maintenant donc comment se décompose le chiffre d'affaires et la croissance de Téléperformance. Sur 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,28 milliards d'euros, en progression de 2,6% en pro forma. Donc, comme d'habitude, devises et périmètre constant. Et en fait, pro forma, ça inclut principalement l'intégration de Majorel. Donc, on le voit ici sur ce graphe. Donc, ne tenez pas compte de cette barre ici en 2025. Les données sont fausses de Coifin. Il n'y a pas eu autant d'acquisitions en 2025. Mais en 2023, qui est représenté ici, on a donc l'acquisition de Majorel. Donc, on voit que en fait, la croissance organique
globalement est pas si forte que ça, mais on a vu qu'il y a deux activités, donc on va voir le détail après. Mais la croissance organique globalement est pas si élevée que ça, et donc on doit consolider le marché, faire des acquisitions pour continuer à alimenter la croissance et à conquérir justement une part de marché significative. Donc c'est 2,6% de croissance organique en 2024. Ce qui est pas si mal. 2023 c'était soldé par une faible croissance organique, même une décroissance organique de mémoire. Et on rajoute que pour donc en 2024, l'acquisition de ZP qu'on a réalisée, elle a été faite pour 480 millions d'euros, donc ça nous place à peu près ici en croissance organique. Bon, on n'est pas si mal sur la croissance, hein. Il y a toujours un petit peu de croissance et ça commence à rebondir un petit peu. Allez, on rentre dans le détail des deux activités. Donc l'activité Core Services. En fait, on serait parti, donc ils avaient un découpage différent sur les deux, sur l'autre document d'enregistrement universel qui a été analysé dans un article précédent, vous le retrouverez sur le blog. Bon, maintenant ils découpent l'activité traditionnelle en deux zones. Les zones Amérique, donc ça c'est Amérique du Nord, Amérique latine, et les zones Europe, EMEA, donc Afrique, Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Donc on a 50-50 entre les deux à peu près. Ce qui est bien dans ces activités de Core Services, les call centers, c'est que on peut, en fonction du besoin des clients, proposer des services localisés dans le même pays, ou localisés dans le même fuseau horaire, donc ça c'est du nearshore, ou proposer des services complètement offshoreisés, donc à l'extérieur. Typiquement, en Amérique, on offshoreise sur la Colombie principalement. Pour ce qui est de l'Europe, EMEA et APAC, on externalise au Maroc pour l'Europe et pour le Moyen-Orient, mais aussi en Inde et également aux Philippines. Donc les trois principaux centres, on va dire, d'emploi de Téléperformance, c'est dans cet ordre-là, c'est Inde, Philippines et Colombie. Et donc ça c'est très bien parce qu'en fait plus on offshoreise, paradoxalement, plus ça baisse les prix pour le client, mais plus ça augmente la marge de cette activité pour Téléperformance. Et ça c'est assez paradoxal. C'est quelque chose qui a été souligné dans la dernière conférence téléphonique du PDG de TaskUs, qui est une entreprise similaire qui opère au Texas et qui a externalisé beaucoup dans des pays à moindre coût. Donc ça c'est très bien. On a quand même toujours une bonne marge sur cette activité traditionnelle. On a une faible croissance de cette activité traditionnelle, mais ça continue. Du coup, une faible croissance dit aussi pas besoin d'investissement. Donc on va le voir par la suite. Et donc forte génération de free cash flow. D'après, alors je crois que c'est Everest, voilà. On a une croissance de ce marché. Donc c'est expérience client et externalisation des processus métiers. C'est une croissance annualisé de 4% à peu près. Voilà. Donc ça c'est assez faible. On voit que dans le découpage, ce qui est expérience client, en fait c'est quasiment flat, il y a quasiment pas de croissance, et ce qui progresse c'est le BPO, donc externalisation de processus métier. Donc voilà, c'est pas un marché en très forte expansion. Téléperformance dispose d'une bonne part de marché dans ce marché-là, mais il n'y aura pas une forte croissance à espérer ici. Donc ce qu'on voit d'ailleurs, ça se reflète dans les parts de marché. Donc je vous ai mis ici en haut, ça c'est tiré du document d'enregistrement universel 2024 et en bas celui de 2023. Ici on a les parts de marché en fait dans ce qui est donc on l'a vu hein, l'externalisation des processus métiers. On voit que c'est très stable. Si vous regardez le top, donc ici on a quoi? On a 7 entreprises. Ici on en a un petit peu plus, mais on voit que dans ces 7 premières places, c'est très stable. On retrouve Téléperformance en numéro 1, Concentrix en numéro 2, Foundever qui est pas coté, qui est en numéro 3, et ensuite on retrouve donc TELUS et TTEC. Pour avoir écouté les conf calls de TELUS et TTEC, comme ils ont une faible part de marché, ils souffrent beaucoup sur la croissance, et donc TTEC est en train de subir une forte décroissance. Mais bon, on regarde, sinon on voit que c'est très stable. On a Connecta qui est apparu ici par rapport à 2023 dans ce top, et après sinon c'est en final très stable. Donc sur ce marché-là, on va devoir faire comme on a une faible croissance, que les parts de marché sont assez stables, et bien maintenant il faut faire de la croissance externe pour consolider ces parts de marché. Donc ce qu'on voit ici, c'est un graphique tiré du document d'enregistrement universel 2024, on voit la consolidation du secteur. On a ici, donc vous avez les 15 premiers acteurs en bas, et en violet c'est les autres acteurs, donc des acteurs beaucoup plus petits, et là plus le temps passe, et plus la part des 15 premiers acteurs augmente. Donc ça veut dire qu'on a une consolidation du marché, et donc ça veut dire
qu'il faut faire qu'il y a de la fusion-acquisition qui se passe dans ce marché-là, et donc il faut avoir de la surface financière, une capacité aussi à s'endetter pour pouvoir faire des acquisitions et continuer à croître. Et donc principalement, seuls les plus gros acteurs ont les moyens de faire ces acquisitions. Sinon, les plus petits acteurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est fusionner entre eux pour essayer d'avoir des parts de marché plus importantes. Donc ici, pas de menace concurrentielle par d'autres acteurs de l'industrie, peut-être avec Concentrix, mais sinon la principale disruption de ce marché, elle est pas interne au marché, elle va être externe au marché, ça va être l'IA, mais pour l'instant, ça reste à voir. Maintenant, on passe côté services spécialisés. Donc là, c'est tout à fait intéressant aussi comme activité. On a plusieurs activités différentes sur des marchés de niche, donc je vous ai listé ces activités ici. On est sur donc avec Language Line Solutions, on est sur un service d'interprétariat en ligne. Donc ça, c'est par exemple dans des gouvernements, vous passez, je sais pas, devant la justice. Eh ben le gouvernement doit vous mettre à disposition un interprète dans votre langue si vous ne parlez pas la langue. Voilà, il y a plein de cas d'utilisation comme ça. Et c'est un marché qui est en bonne croissance, 9% de croissance entre 2023 et 2026. Et on est sur LLS, qui est un leader mondial en fait. Donc ils sont très bien positionnés sur cette activité qui est en plus en forte croissance. Excellent. On a ensuite TLS Contact, donc ça c'est la gestion de demande de visa. Donc c'est sur ce marché qu'ils ont perdu un contrat long terme en fait en 2024, et ce qui a pénalisé un peu la croissance, et ce qui a aussi pénalisé la guidance, donc là, les prévisions pour l'année prochaine. Ils ont une part de marché importante. C'est un marché qui est pas en forte croissance, mais qui est assez rentable. On rappelle, au global, je l'ai pas mis ici, mais je l'ai mis plus bas. Specialized Services, ça a une marge opérationnelle, une marge d'EBITDA de 30%, alors que l'activité traditionnelle, c'est plutôt 15%. Donc, on a quand même des petites pépites qui sont en croissance assez forte, avec une bonne rentabilité. On a donc le recouvrement de créances, ça c'est Alliance One. Donc ça c'est aussi un marché qui est en faible croissance, 3% de croissance. On n'a pas la part de marché, mais voilà, marché de niche qui est alors globalement il est en faible croissance ce marché, mais aux États-Unis il est en croissance plus forte que ça, et ils sont positionnés sur les États-Unis. Donc bonne activité aussi intéressante. On a donc l'activité accompagnement santé, ça c'est fait avec l'activité Health Advocates. Donc là c'est vous avez un service où vous pouvez appeler un médecin et avoir des informations, des conseils santé en direct. Donc ça aussi, forte valeur ajoutée, forte croissance du marché, supérieur à 10%. Donc là on n'a pas la part de marché de l'entreprise Health Advocate, mais elle est bien positionnée. On a PSG Global, externalisation de processus de recrutement. Donc là, croissance de 12% annualisée entre 2024 et 2028. On est un leader dans une partie de cette activité, sans plus de détails, ça c'est ce qu'il y a dans le document d'enregistrement universel. Et on rajoute également à cette activité spécialisée, qui est pas encore, en fait, qui n'était pas intégrée en 2024, ZP, donc le service d'interprétariat pour les personnes sourdes et malentendantes. Là aussi, c'était une entreprise, c'était le numéro 2 du secteur, bien positionné, bonne croissance également. Donc les activités spécialisées, c'est ce qui est, on va le voir par la suite, mais c'est ce qui est, c'est 14% du chiffre d'affaires de Téléperformance, et c'est une part plus importante que ça en termes de génération d'EBITDA. Donc en fait, comme on est beaucoup plus rentable que l'activité traditionnelle, eh bien il va falloir pousser l'activité spécialisée, et c'est ce qu'on va voir ensuite, et même tout de suite. Alors ici je vous propose un découpage en portefeuille d'activité selon la matrice BCG. Donc matrice BCG, on rappelle, on a deux axes: le taux de croissance du marché en axe des ordonnées, et la part de marché relative de l'entreprise en abscisse. Ici, c'est très simple pour Téléperformance. On a deux activités, alors on a plein de petites activités, mais en fait elles sont regroupées en deux segments d'activité. On a les core services et DIBS, d'ailleurs DIBS ils l'ont enlevé, c'est plus nommé comme ça. On est sur donc l'activité traditionnelle de call center, et on a l'activité Specialized Services. On l'a vu plus haut, on est en service spécialisé sur une croissance forte et sur une forte rentabilité, et sur Core Services, on est sur une croissance faible, ce qui nous positionne en vache à lait, puisqu'on a une bonne génération de cash flow, et on est numéro 1 du secteur. Donc, tout
tout est lié, hein. On a la part de marché la plus importante sur l'activité traditionnelle, donc on est leader. Le marché a un taux de croissance faible. Ça implique une forte génération de cash. Pourquoi? Parce que quand on a la part de marché numéro 1 dans un marché, c'est nous qui fixons les prix, et donc c'est nous qui qui avons la meilleure rentabilité. De tout le numéro 1 a la meilleure rentabilité du marché. Ça c'est mécanique. Et donc, comme on n'a pas besoin de réinvestir dans la croissance, puisque le taux de croissance du marché est faible, eh bien, on peut dégager du cash. C'est pour ça que c'est une vache à lait. C'est-à-dire qu'on va venir alimenter autre chose. Qu'est-ce qu'on alimente chez Téléperformance? D'une part, les actionnaires. On a un dividende assez copieux, hein, et des rachats d'actions. Alors, il y en a eu en 2024, il y en aura sans doute en 2025. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. Et on alimente l'activité étoile, celle qui est sur un taux de croissance fort et qui est leader du marché. Alors, pour Specialized Services, on l'a vu plus haut, hein, il n'y a pas forcément partout où on est leader du marché, mais globalement, on est sur des marchés de niche où on est bien positionné. Donc, on va dire que ce sont plein de petites étoiles qu'on va venir pousser en injectant du cash. Et on va pousser la croissance organique et pousser aussi la croissance externe, puisque on l'a vu avec l'acquisition de ZP, on va pouvoir aussi sélectivement racheter des petites entreprises leaders dans leur marché, ou numéro 2 dans leur marché, qui vont venir booster ce segment d'activité Specialized Services. Donc, stratégie ultra simple et très claire. La vache à lait, hop, elle donne du cash à l'actionnaire, et elle donne du cash à Specialized Services, soit via de la croissance organique, pour des dépenses en capital, soit via la croissance externe. On continue. Répartition du capital. Donc en fait, on va voir ici, vous avez la répartition à l'instant T, mais ce qui est plus intéressant ici, c'est la répartition, l'évolution sur 3 ans. Donc on voit que c'est plutôt stable. Donc première détention, on va dire, du capital, ce sont les actionnaires publics, c'est public, donc le flottant est très important chez Téléperformance, ce qui veut dire aussi que en fait s'il y a une OPA un jour, eh bien finalement il n'y aura pas de protection du capital puisque c'est globalement détenu par le public. Ce qu'on peut voir, c'est que en fait la part du détenu par le public a baissé, enfin le public, c'est-à-dire public non identifié, elle a baissé cette part puisque on était à 87% en 2022 et on passe maintenant à 72% en 2024. Et pourquoi? On a en fait Fidelity qui est venu, qui est monté fortement au capital. Donc, ils partaient de 0 en 2022 et ils sont montés à 6,3%. Donc, ça veut dire qu'ils ont peut-être flairé une opportunité. En dehors de ça, on a BlackRock alors BlackRock, on ne sait pas si c'est via des ETF ou via des fonds de gestion active. Et on a un fonds norvégien également bien présent au capital et ils se sont bien renforcés entre 2022 et 2024. Et par contre, BlackRock a un peu baissé sa position. Donc voilà, on a les institutionnels aussi qui se renforcent dans le groupe. Autre point à signaler, donc vous avez ici 2 lignes où il y avait 0 en 2022, Bertelsmann et Saham. En fait, ils sont apparus en 2023 via l'acquisition de Majorel, puisque en fait ils étaient au capital de Majorel, Bertelsmann et Saham. Et donc Saham, c'est la société présidée par Moulay El Alafi, on va voir plus bas sa description, qui est maintenant à la direction du groupe. Donc ils sont entrés au capital en 2023, et donc ils ont maintenant une part, on va dire, importante quand même, hein, des actions de Téléperformance à 3,8%. Donc on a une baisse du public et un renforcement des institutionnels et du management. Donc ça c'est pas mal aussi. On a ici plutôt un actionnariat de long terme qui se met en place. Donc, qui dit actionnariat long terme, dit aussi une vision plus long terme que peut-être le public simplement, qui a une détention plus courte. Et donc, voilà, le capital plutôt bien éclaté, mais aussi avec des gens qui sont là pour le long terme. Et on a toujours notre bon vieux Daniel Julien qui détient toujours 2,1% du groupe. Allez, on continue avec la partie plutôt analyse quantitative ici. Donc, analysons les performances, donc le compte de résultat. Donc, on a un taux de marge brute à 33%. On est dans la moyenne du secteur, hein, pas de souci. Concentrix, ils sont à 36%. On maîtrise les coûts, donc en fait, on voit plus bas, hein, ce taux de marge brute, il est stable. Donc, on arrive à avoir une bonne discipline sur les prix. On n'est pas du tout sur un pouvoir de fixation des prix, hein, chez Téléperformance. Notre principal coût, c'est la main d'œuvre. Il y a de l'inflation,
salariale partout dans le monde. Donc pour maintenir ce taux de marge brute là où il est, eh bien on délocalise dans des pays à moindre coût salariaux. Et donc ça nous permet de maintenir une marge brute qui reste assez stable. Ça c'est très bien. Taux de marge d'EBITDA. Donc on a un taux de marge d'EBITDA qui est stable. Donc il a augmenté par rapport au début de la période. On est toujours proche de la médiane, donc on arrive toujours à maîtriser les opérations. Le concurrent Concentrix, lui, a 15% de taux de marge d'EBITDA, donc on rivalise avec eux, donc c'est très bien. On arrive à bien maintenir l'efficience des opérations. Et il faut se distinguer pour Téléperformance ce taux de marge d'EBITDA entre deux taux de marge d'EBITDA. On a vu qu'il y a deux activités. On a l'activité Core Services, qui est un taux de marge d'EBITDA de 12,4%, et on a le taux de marge de services spécialisés qui lui a 30% de taux de marge d'EBITDA. Plus le temps va passer, plus Specialized Services va croître, il va croître plus vite que l'activité traditionnelle, et donc ça va amener un levier opérationnel excellent, puisque comme on a un taux de marge d'EBITDA qui est supérieur à celui de l'activité traditionnelle, mécaniquement ça va faire monter le taux de marge d'EBITDA de Téléperformance. Donc en plus la société va monter en qualité, ça c'est super. Taux de marge net à 5%, donc lui il est en baisse par rapport au taux médian et par rapport aux dernières publications, enfin aux publications du trimestre précédent. Pourquoi ? Alors, d'une part, le taux de marge net et le résultat net chez Téléperformance, c'est pas très très intéressant, puisque ce qui compte c'est la génération de free cash flow, vu qu'on est sur une activité qui est mature, donc on rend du cash aux actionnaires. Donc ce qui est plus intéressant c'est le taux de marge de free cash flow plutôt. Mais si on regarde le taux de marge net, pour comprendre pourquoi est-ce que ça baisse, on a des charges en fait qui sont apparues à cause de l'endettement. Sur 2024, on a dû supporter la dette qui a bien monté après l'acquisition de Majorel. Donc ça a impacté le résultat financier. Il y a aussi une forte augmentation des charges fiscales liées donc au plan de synergie. Il y a des fermetures de sites en France et compagnie. Donc forte augmentation de la charge fiscale, ça c'est plutôt exceptionnel on va dire, et il faut s'attendre à ce que ce taux de marge net il remonte par la suite. Donc on reste sur un taux d'endettement, alors ça c'est pas mis à jour, mais je crois qu'on est plus élevé que ça maintenant, on doit être à 4% sur le coût de l'endettement. Concentrix lui peut s'endetter moins cher puisque il s'endette aux États-Unis et on prête plus facilement aux entreprises aux États-Unis. Alors ici plus intéressant que les taux de marge net, surtout on a le taux donc on regarde la comparaison entre free cash flow et bénéfice net. Bon, en fait ce qui est assez simple si on zoome, c'est ça change rien. Alors si on zoome, c'est que on a donc un EBITDA qui est en hausse, ça c'est bien, entre 2023 et 2024. Et en fait, on a surtout une énorme différence entre les free cash flow et le résultat net. Si vous voyez, en 2023, 600 millions de résultats nets, on génère 1 milliard 4 en arrondissant en cash flow opérationnel et 812 millions en free cash flow. 2024 rebelote, 500 millions de résultats nets, mais 1 milliard 8 de cash flow opérationnel. Donc voilà, on est sur une activité qui n'a plus besoin d'investir autant qu'avant en capital. Vous voyez ici, hein, on passe des dépréciations assez importantes et puis finalement on n'a pas besoin de faire les dépenses en capital équivalentes pour maintenir l'activité, donc ça c'est excellent. Et donc ça nous génère des cash flows opérationnels qui sont beaucoup plus élevés et du coup des free cash flow aussi qui suivent. Donc voilà, free cash flow à quasiment 1,1 milliard en 2024, donc ça c'est très bon, bonne génération de free cash flow. Penchons-nous maintenant sur la rentabilité, parce que c'est important, c'est combien j'obtiens d'euros pour 1 euro que je mets dans l'entreprise. Alors on a plusieurs métriques pour ça, on peut se focus sur d'abord une rentabilité plutôt opérationnelle, donc un rendement des capitaux investis. On est sur du 8%, la médiane est à 9%, donc là on est un peu moins bon comparé aux années précédentes, hein. On a eu une forte hausse en 2022-2023. Là, ça commence à rebaisser un petit peu. Un rendement des capitaux investis de 8%, c'est correct, c'est convenable. Hein. En fait, ce qui va être important, ça va être cette rentabilité par rapport à l'évolution, par rapport à la croissance. Parce que si vous avez, en fait, ce qui va vous servir pour financer votre croissance, c'est il va falloir injecter du cash. Vous avez la première façon d'injecter du cash, c'est injecter le cash que vous générez, autofinancement. Et si vous n'en avez pas assez pour financer votre croissance, il va falloir s'endetter ou faire des augmentations de capital si vous pouvez pas vous endetter. Bon, ici il se trouve que le rendement des capitaux investis il est à 8%,
On a vu que la croissance organique chez Téléperformance est à 3%. Donc vous avez un écart significatif entre la croissance et la rentabilité. Tant que cet écart est élevé, ça veut dire qu'on va pouvoir générer beaucoup de cash opérationnel dans le cadre du rendement des capitaux investis. Donc, on est bien. Pour 1 euro investi dans Téléperformance, vous générez 8 centimes de profit. Vous avez besoin d'en remettre 3 centimes dans l'activité pour que ça continue à croître. Le reste, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des acquisitions, si vous voulez augmenter la croissance, accélérer la croissance. Vous pouvez rendre le cash aux actionnaires également. Si on calcule, donc d'après le compte de résultat et le bilan consolidé, le rendement des fonds propres, on est à peu près à 12%. Donc, mais là, il faut tenir compte que du coup, ce rendement des fonds propres est obtenu avec un endettement de à peu près 2 fois la dette nette sur EBITDA, on va le voir en dessous. Donc, la rentabilité est bonne, continue à être bien. On n'est pas sur une rentabilité hors norme, on est sur une rentabilité convenable qui permet d'autofinancer la croissance et rendre du cash aux actionnaires. Donc, sur ce plan, c'est bon. On a vu, globalement, on est sur une entreprise qui opère dans un secteur difficile, qui a beaucoup de pression sur les prix, mais le management est compétent puisqu'ils arrivent à maintenir les marges. Ils arrivent en plus à maintenir les marges, voire à les augmenter pour le taux de marge d'EBITDA grâce à la montée en puissance des services spécialisés qui ont un taux de marge supérieur à celui de l'activité traditionnelle. Donc ça, c'est très bien. On a une bonne rentabilité également, puisque l'activité au global n'a pas besoin de beaucoup d'investissement, vu que la croissance est faible. Donc pour l'instant, vu que le service spécialisé c'est encore un petit segment, ça n'a pas besoin d'engloutir beaucoup de cash pour continuer à croître. Donc on est sur un secteur qui est bien sûr incertain, menacé par l'IA. Pour l'instant, si vous êtes de ceux qui veulent voir pour croire, eh bien vous voyez 1 milliard d'euros de génération de flux de trésorerie en 2024. Et la même chose prévue pour 2025. Donc jusque là, tout va bien. Allez, on se penche maintenant sur le bilan de Téléperformance. Très rapidement, on voit que ce qui est donc Téléperformance, il y a pas de tangible, hein. Il y a aucune marge de sécurité sur les actifs. Vous avez donc 4,5 milliards de goodwill, donc 4,5 milliards d'écart d'acquisition. Donc ça c'est la différence de prix que vous payez quand vous faites une acquisition d'une entreprise. Et vous avez aussi des autres incorporels. Dedans, il y a c'est détaillé en dessous, mais c'est les marques Téléperformance, des fichiers clients, enfin c'est la relation client. Donc vous valorisez à long terme une relation client, hein, il y a des contrats qui durent sur des dizaines d'années, donc ça vous le valorisez à long terme, les savoir-faire sur les connaissances, process métiers, etc. Donc voilà, beaucoup de goodwill, beaucoup d'intangibles, zéro marge de sécurité sur les actifs de l'entreprise. Ça il faut bien l'avoir en tête. Si on se penche sur donc l'endettement, on est à moins de 2 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça a baissé par rapport à fin 2023, où on était à 2,1, donc à l'heure actuelle on est sur du 1,9, donc très bien, on se désendette tranquillement. À surveiller le ratio de liquidité, on est sur 1, donc 1 c'est la limite en dessous de laquelle, si on a des problèmes à court terme, il va falloir trouver du cash, donc céder des actifs ou tirer sur des lignes de crédit. Donc rassurez-vous, Téléperformance a des lignes de crédit si besoin, mais bon, pour l'instant ça s'est quand même dégradé sur ce ratio de liquidité. Donc à surveiller. Perspective. Donc pour 2025, Téléperformance cible. Alors bon, ils embrouillent un peu, hein. Ils disent on cible 3 à 5% de croissance si on enlève l'impact de la perte du contrat chez TLS. Et en réalité, c'est 2 à 4% de croissance. Donc si vous prenez le point médian, ça nous donne 3% de croissance pro forma. Donc ça 3% de croissance sans inclure aucune éventuelle acquisition. Bon, on l'a vu, hein, c'est pas flambant comme croissance, mais ça inclut 2 croissances. La croissance de l'activité traditionnelle, qui est plutôt flat, qui bouge pas trop, hein, 1 à 2% je pense, et la croissance de l'activité Specialized Services qui est assez élevée, hein, entre 5 et 10%, j'ai plus le chiffre en tête exact pour 2024, mais c'était de cet ordre-là, hein, 5 à 10% organique. Donc on a quand même toujours un petit fond de croissance, ça semble repartir. Pour le long terme, il vise une croissance un peu supérieure à ça. Vous lirez dans le document d'enregistrement universel, mais il me semble qu'il visait pour le moyen terme une croissance à 5%. Il vise également une augmentation du taux de marge d'EBITDA, mais c'est anecdotique. En fait, les marges vont pas bouger. Il vise en tout cas une stabilité des marges. Et toujours et là ça c'est le point le plus intéressant, une génération robuste des flux de trésorerie nette. Voilà, ils veulent toujours générer, et ils pensent pouvoir générer 1 milliard de free cash flow. Donc, ça c'est très bien, 1 milliard de free cash flow, surtout vu la valorisation actuelle. On va regarder ça ensuite.
Bien sûr, on a toujours la menace de l'intelligence artificielle, mais Téléperformance continue à investir. Donc je l'ai pas évoqué plus haut, mais sur 2025, Téléperformance a provisionné une enveloppe de 100 millions d'euros pour nouer des partenariats avec des entreprises qui opèrent dans l'IA. Par exemple, en février, ils ont fait un partenariat avec Sanas, qui a un outil qui permet de gommer l'accent des opérateurs indiens au téléphone. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, hein, ça peut améliorer l'expérience client. Donc 100 millions, une petite enveloppe comme ça, ils nouent des partenariats, ils prennent des parts dans des entreprises. C'est bien, c'est-à-dire qu'en tout cas ils sont conscients de cette menace et ils se bougent pour pouvoir y faire face. Passons maintenant à la valorisation de l'entreprise. On est sur une entreprise qui est typiquement value. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai en portefeuille. Moi je ne fais que de la value en stock picking. Quand on fait la value, on ne prend pas en compte la croissance pour valoriser l'entreprise. Et dans mon style d'investissement, qui est on va dire, copié sur celui de William Guns, on joue un retour à la moyenne des multiples en ciblant des entreprises qui en fait sont complètement décotées par rapport à leur cherté et par rapport à leur rentabilité. On a vu, donc la rentabilité est correcte chez Téléperformance, 8 en termes de rendement des capitaux investis, 12 en termes de rendement des fonds propres, donc ça c'est validé. Maintenant, la cherté de l'entreprise. Alors comment est-ce qu'on évalue si Téléperformance est chère ou pas ? Eh bien, on va utiliser un ratio qui est la valeur d'entreprise sur EBITDA. Pourquoi ce ratio-là ? Parce que la valeur d'entreprise, donc déjà ce ratio-là, il permet de comparer toutes les entreprises entre elles. Elles sont indépendantes de l'utilisation du capital en termes de capex. Ça permet de comparer des entreprises qui sont à capital intensif contre des entreprises asset light. Et donc ça permet aussi dans la valeur d'entreprise d'inclure la dette, puisqu'il y a des entreprises qui ont besoin de beaucoup de dettes, celles qui sont justement gourmandes en capital. Donc on prend ce ratio-là, puisqu'on a endetté à la hauteur de 2 fois la dette nette sur EBITDA chez Téléperformance, et on compare à un historique. Eh bien, le ratio actuel de valeur d'entreprise sur EBITDA, il est à 5,3 sur les 12 derniers mois, donc on prend les EBITDA des 12 derniers mois, et la moyenne historique sur 5 ans, elle est à 12,8. Donc, on est décoté à plus de 50%. Maintenant, on sait, le marché a changé, il y a eu l'IA, il y a eu ChatGPT en octobre 2022, donc, pour faire une valorisation plus conservatrice, et pour prendre en compte ce changement de paradigme, on peut prendre la médiane de valorisation de ce multiple, valeur d'entreprise sur EBITDA, entre octobre 2022 et mars 2025. C'est-à-dire, octobre 2022 et aujourd'hui. On est à 6,4 pour cette médiane, et contre, on a vu 5,3 actuellement. Donc, avec cette valorisation ultra conservatrice, on a toujours 20% de décote au cours actuel, qui est à 102 € pour Téléperformance. Donc, bonne marge de sécurité. Si on regarde en termes de cours sur free cash flow, la médiane sur octobre 2022-2025, c'est 7,1. À l'heure actuelle, on est à 5,6 en termes de cours sur free cash flow. Donc, on a des codes de 20-25% également. Là, toujours marge de sécurité. Allez, encore une autre façon de valoriser l'entreprise. Alors, vous connaissez sans doute, peut-être, le discounted cash flow, donc actualisation des flux futurs. Quand vous faites ce mode de valorisation, vous devez projeter les cash flows futurs dans l'entreprise et les actualiser à un taux d'actualisation pour ramener cette valeur projetée à un montant qui vaut aujourd'hui. Je ne fais pas de prévision sur les croissances, donc non plus sur la croissance des free cash flow, mais ce qui est intéressant, c'est de faire la démarche inverse, c'est de faire un reverse discounted cash flow, c'est-à-dire on prend le niveau, on essaie de calculer quel est le niveau de croissance des free cash flow embarqués dans le titre, dans le prix actuel du titre. Alors, j'ai pris ça sur un site où vous rentrez simplement la valeur des free cash flow par action. Alors, à l'heure actuelle, on a 18,31 €, donc là c'est pas des dollars, mais c'est à 18,31 € par action. Vous voulez un taux de rendement de 20%, donc ça c'est votre taux d'actualisation, et vous donnez le prix actuel. En calculant le reverse DCF avec ces paramètres, qui sont pas déconnants, on est, moi, avoir 20% de rendement sur tes performances, ça me semble, c'est très prudent, on est sur une croissance implicite des free cash flow de 2,15%. 2% de croissance des free cash flow. Vous regardez, la croissance des free cash flow sur les 3 dernières années, sur, donc l'émergence de ChatGPT,
on est en médiane à 15%. Voire sur les dernières années, beaucoup plus fort, sur 2024, beaucoup plus fort que ça. Donc, à nouveau, marge de sécurité. Donc en fait, le marché est toujours en train de jouer la mort de l'entreprise, qui pour l'instant ne s'est pas manifestée. Allez, on passe ensuite à l'analyse du management. Alors, il y a eu un peu de ménage chez Téléperformance. Donc, le serpent de mer de Téléperformance, c'est la succession de Daniel Julien. Avant, donc de 2023-2024, le plan de succession, c'était de faire passer Bhupender Singh, qui était donc DG délégué, si je ne me trompe pas, président de président de Téléperformance à la place de Daniel Julien. Il y a eu un désaccord. Aucune clarification à ce sujet d'ailleurs. Bhupender Singh a quitté l'entreprise et on a mis Thomas Mackenbrock en directeur général délégué pour la succession. Bon, on va voir comment ça se passe. Toujours est-il que je vous ai mis ici les quatre principaux, on va dire, les quatre principales personnes du management. Donc on a Moulay Hafid El Alami qui est président du conseil d'administration, qui est aussi président du groupe Saham, qui est donc au capital de Téléperformance. C'est un fin connaisseur de l'activité, puisqu'avant il était à Majorel, donc il connaît très 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 bien le secteur. Il était aussi ministre marocain de l'économie, et en plus donc Téléperformance a une bonne implantation au Maroc, donc c'est un expert du domaine. Donc très bien, il a en plus une bonne implication au capital avec le groupe Saham, 3,8%. Donc il a du skin in the game et ça me semble être quelqu'un de très compétent à ce poste-là. On ne présente plus, lui c'est Daniel Julien, donc le fondateur historique franco-américain. Il a monté la boîte, donc il a vraiment lui plutôt une trajectoire d'entrepreneur. Il est toujours très exposé à l'entreprise, hein. On a vu qu'il a 2% du capital du groupe. Ce qui est quand même assez énorme, hein, 2% du capital. On a une market cap de 6 milliards actuellement, donc en fait il a 12 millions en actions Téléperformance, hein. Donc le mec est toujours impliqué. Bon, maintenant il doit être centimillionnaire sans problème, mais bon, il a toujours une bonne part de son patrimoine qui est dans Téléperformance, donc il a intérêt à ce que la transition se fasse bien. Et d'ailleurs il est revenu en PDG temporairement parce que la succession s'était pas bien passée, mais là ils ont scindé la direction en deux et pour faire la transition avec Thomas Mackenbrock. Donc petit à petit il lâche du lest et on va voir si la succession se passe bien, mais ça a l'air d'être le cas pour l'instant. Thomas Mackenbrock, le directeur général délégué qui va succéder théoriquement à Daniel Julien. Donc lui c'est typique le mec de boîte de conseil en stratégie, hein, donc un mec de McKinsey. Donc c'est un secteur qui est très 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 bien applicable pour toutes ces boîtes de conseil en stratégie, hein, puisque c'est un secteur qui joue beaucoup sur les coûts, donc et sur la fusion-acquisition. Donc quelqu'un qui a un parcours qui a été exposé à ce genre d'activité est très intéressant. Il a en plus donc il était à Bertelsmann avant, donc il connaît bien le secteur. C'est pas un mec qui sort complètement de nulle part, il connaît l'industrie et c'est un bon stratège à mon avis. Ce que j'ai pas noté dans le document d'enregistrement universel, et je pense que d'ailleurs c'est à dessein, c'est qu'il n'a pas d'exposition propre à Téléperformance. Il a pas beaucoup d'actions, donc il a une rémunération en actions. Donc ça c'est l'alignement d'intérêt à court terme, on va dire. Il a intérêt à ce que pendant sa période de management l'entreprise performe bien, mais ça pourrait il pourrait optimiser le court terme au détriment du long terme. Donc à suivre, à creuser s'il a des participations plus importantes que ça dans Téléperformance, mais je ne le crois pas. Ensuite, on conclut avec Olivier Rigaudy, qui est le DAF du groupe et aussi directeur général délégué. Lui, il a un parcours très finance, hein, donc audit, ensuite fusion-acquisition, directeur financier. Donc ça, c'est son créneau. Et ce que je savais pas, et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il est fortement exposé à l'entreprise, hein. Il a aussi 162 000 actions Téléperformance, donc il a plus de 10 millions d'actions Téléperformance. Donc, il est significativement exposé à l'entreprise, et ça, c'est excellent pour l'alignement d'intérêt à long terme. Donc, pour moi, vous avez un management compétent, qui est bien équilibré entre stratégie, donc avec Moulay Hafid, vous avez Thomas Mackenbrock,
l'esprit entrepreneurial et aussi le fait qu'ils sortent de la boîte Daniel Julien. Maintenant, on passe plus sur une boîte, c'est moins une boîte entrepreneuriale, plus qu'une boîte, on va dire, il faut passer maintenant des profils de gestionnaire plus que d'entrepreneur. Donc gestionnaire, stratège, plus que entrepreneur. Et on a Olivier Rigoli qui connaît très bien aussi, qui connaît très bien l'entreprise. En fait, il est en poste depuis 2010. Voilà, donc il connaît très bien l'entreprise et il est fortement exposé. Allez, on conclut cette vidéo. On est toujours sur donc la thèse du marché, c'est toujours que l'entreprise va mourir. Donc on a toujours des valeurs découvertes sur l'entreprise. On est maintenant sur une entreprise qui est en train de changer de business model, qui est en train de booster son expansion dans les services spécialisés. Donc le management ne reste pas sans rien faire. On est toujours numéro 1 du marché sur l'activité traditionnelle. Donc ça nous permet d'avoir une bonne génération de free cash flow pour alimenter la croissance de la nouvelle activité. On reste pas les bras croisés face à l'IA, on fait des partenariats. Ils auront jamais la connaissance technologique pour se mettre à eux-mêmes à faire des LLM et faire des logiciels, hein, ça on va pas se tromper. Mais ils sont pas débiles, ils vont quand même faire des partenariats dans l'IA pour optimiser les process. Et ça se prête très bien, ils ont la donnée, donc ils ont la connaissance métier, donc ça c'est très bien. Avoir la connaissance métier, ça permet de donner du contexte au LLM, et donc de bien fine-tuner les LLM pour des cas d'usage spécifiques, donc ça c'est bon. Et en plus ils ont la donnée avec le temps passé à servir les clients sur le long terme. La valorisation est toujours à la casse, hein, on est toujours à 5-6 fois les free cash flow, ça c'est vraiment très bas. Pareil en termes de valeur entreprise sur EBITDA, pourtant on a une bonne rentabilité, on n'a pas trop de dettes, la dette est en train de diminuer en tout cas. De façon opportunistique, le management fait des acquisitions pour accélérer la croissance. Donc pour moi la thèse d'investissement en fait n'a pas changé par rapport à l'année dernière, et en plus les chiffres s'améliorent. Donc on est toujours décoté sur Téléperformance, et moi je vise un cours, donc actuellement à 102 euros, moi je vise un retour à 177 euros, c'est mon objectif de prix. Pour faire cette analyse, je suis basé sur le document d'enregistrement universel, qui est très bien fait, je vous invite à le lire, les publications, les coups des conf call, Coifin pour les métriques financières, et ceci n'est que mon avis, je peux être biaisé vu que je suis investisseur, faites vos propres recherches. Si cette analyse vous a plu, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.